Général Michel Yakovlev, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va d'abord évoquer le cas des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Ils relient la Russie à l'Allemagne et ils ont été endommagés, on en parlait tout à l'heure. 3 fuites en 2 jours. Des explosions sous-marines ont été enregistrées en mer Baltique. D'après le Danemark, comme d'autres voix, difficile d'imaginer que ce soit accidentel. La présidente de la Commission européenne parle elle-même de sabotage. Bien évidemment que les informations sont encore incomplètes. Votre intuition, quand vous voyez un tel événement, est-ce que vous pensez qu'on penchera plutôt du côté de l'accident ou du sabotage ? Le consensus des experts, et je ne fais pas partie des experts dans ce domaine, c'est une action d'État à partir de sous-marins, puisqu'on n'a rien vu en surface. On n'a pas vu de bâtiment commercial avec les câbles et un drone, un engin téléopéré en dessous. Donc ça suppose des moyens que peu d'États ont en Baltique, ou ont envie de déployer en Baltique. Donc le consensus auquel je me rallie, c'est oui, c'est un attentat et c'est un État. Quand vous dites un État, et quand vous fondez sur l'avis d'experts qui sont exprimés, c'est en raison du niveau d'équipement que ça demande. On ne peut pas imaginer qu'un opérateur privé, que des individus, qu'un groupuscule ait pu disposer de cette technologie-là. Non. Un opérateur privé, il y en a un certain nombre qui peuvent faire ça, mais ils le font à partir de bâtiments de surface, avec des engins téléopérés, avec un câble en dessous. Ils peuvent, le cas échéant, utiliser des explosifs à des profondeurs bien supérieures à celles-là. Donc, des entreprises qui savent faire ça, on demande à la Comex en France, elle sait faire ça, ou elle connaît quelqu'un qui sait le faire. Mais c'est un bâtiment de surface. Alors que là, on n'a rien vu. Alors que là, on n'a rien vu. Donc, c'est un sous-marin. Il n'y a pas d'entreprise terroriste aujourd'hui, ni d'entreprise commerciale qui soit propriétaire de sous-marins capable d'opérer ce genre d'engin. Et vous ne citez pas de nom d'État, vous dites qu'il y a peu d'États qui disposent de savoir-faire. Bien évidemment, les regards se tournent vers la Russie. Aucun élément ne permet de dire que les Russes sont responsables, mais la question se pose, est-ce que de votre point de vue, on peut avoir affaire à un acte de terreur de la Russie qui montrerait que l'approvisionnement en gaz de l'Europe va être durablement coupé? Il était déjà interrompu. Là, ça s'inscrit dans la durée. Oui, alors là, je suis complètement dans la conjecture et la supputation. Pour moi, l'hypothèse la plus logique est que ce sont les Russes qui l'ont fait à titre de démonstration. Je veux dire par là, ils l'ont fait sur leur propre gazoduc qui ne sert à rien. Puisque qui ne va pas servir pour... Bon. Donc, à la limite, ils peuvent dire il n'y a pas grief, puisque j'attaque ma propre infrastructure. Mais vous avez bien compris que je peux le faire à n'importe qui et n'importe où. Typiquement sur les gazoducs qui viennent de Norvège, qui viennent d'Algérie et qui vont vers l'Europe. Ce qui inquiète beaucoup plus le monde occidental, ce sont les câbles sous-marins. 98% des données transitent par des câbles sous-marins. 98%. Les satellites sont parfaitement marginaux à cet égard. 98% de la data mondiale transite par des câbles. Beaucoup plus facile à cisailler qu'un gazoduc, soit dit en passant. Alors sortons du domaine de la conjecture, comme vous le disiez, pour revenir à ce qui est établi. Ce sont les résultats de ces référendums, je mets des guillemets à référendum, organisés dans les régions ukrainiennes de Zaporizhzhia, Kherson, Louhansk et Donetsk. Le oui est revendiqué par les autorités pro-russes. Il y a des condamnations en masse de la communauté internationale. Encore ce matin, à l'instant, l'Union européenne qui parle de référendums illégaux. Hier, les États-Unis qui disaient ne jamais vouloir reconnaître ces référendums. Quel effet ces mots peuvent-ils avoir sur Vladimir Poutine? Il y a les mots, il y a les condamnations, et malgré tout, il continue d'agir. Déjà, il m'a étonné un peu, le président Poutine, parce que son référendum, c'est à peu près 90%. De résultats, de résultats positifs, le oui. Pour le rattachement à la Fédération de Russie. Je trouve ça mou du genou. C'est un référendum mou du genou. Je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas 182%. Vous dites ça avec ironie. Puisqu'on est dans la fiction, autant aller au bout de la fiction. On fait voter les veaux, les vaches, les chiens et les cochons. Voilà. Donc ça veut dire pas plus que ça. Ce que ça permet en droit intérieur, dans la mesure où il y a un droit en Russie, c'est de dire maintenant que c'est du territoire russe, on peut y déployer nos appelés. Et donc c'est une bonne nouvelle pour les appelés. Enfin, bonne nouvelle. Ça va permettre à Vladimir Poutine d'habiller ses opérations d'un vernis effectivement légal, juridique, vous avez raison. Mais il y a déjà là pour le coup une réponse de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky a prévenu, l'Ukraine va agir pour défendre son peuple. D'ailleurs, on a appris ce matin par nos envoyés spéciaux sur place, Jérôme Garraud et Gilles Parot, qu'il y avait eu des bombardements
dans l'oblast de Donetsk cette nuit. En même temps, en face, Dmitri Medvedev, le vice-président russe, dit les forces armées russes vont se renforcer. Elles vont renforcer leur défense précisément parce qu'elles vont considérer que c'est un territoire russe. Ça veut dire qu'on est face à un risque d'escalade très conséquent. Oui, beaucoup plus de soldats sur le front. Alors, soldats, non, de bétail. Parce que ces pauvres airs, les quelques centaines de milliers de gens mobilisés, les rappeler en réalité. Là, on voit dans quelles conditions pitoyables ils sont mobilisés, acheminés, et maintenant, très rapidement, plus vite que je pensais d'ailleurs à titre personnel, alignés sur oui, le parce que les front. premiers, en fait, sont déjà en train d'arriver sur le terrain. C'est du bétail. C'est du bétail. C'est pas du soldat. Donc, ils vont mourir, ils vont être faits prisonniers. Alors, leur utilité tactique, c'est creuser des tranchées et multiplier l'effectif sur la ligne. Mais ça s'arrête là. Quand vous dites c'est du bétail, justement, c'est très intéressant. Vous considérez que ces hommes ne vont rien apporter de positif à la Russie pour gagner du territoire, qu'ils sont voués à une mort certaine, sans efficacité militaire? En termes de capacité offensive, c'est zéro. C'est même pire que zéro parce que ça coûte. Si vous acheminez 300 000 hommes, dont il parle, bah, il y a une logistique quand même. Il faut les nourrir, il faut les équiper, il faut leur amener des munitions. Il faudrait quand même des médecins avec un petit peu de chance, des choses comme ça. Donc la poste aux armées, vous voyez, il y a toute une queue derrière. Donc on achemine des gens devant dont le potentiel offensif est nul. Parce que même s'ils avaient le courage et l'envie de sortir d'une tranchée pour monter à l'assaut, ils ne savent pas manœuvrer, ils ne savent pas travailler avec ce qu'on appelle les appuis, l'artillerie, des choses comme ça, la guerre électronique, n'en parlons pas. Donc, c'est du bétail. Mais cette armée russe traite ses soldats comme du bétail, avec constance et application depuis le début. Cela dit, ils ne sont pas seuls. Il y a aussi cette menace qui est à nouveau brandie. J'évoquais Dmitri Medvedev, il a encore redit la Russie a le droit d'employer l'arme atomique. D'ailleurs, il se trouve que dans la doctrine nucléaire russe, dans les cas de figure qui sont envisagés, il y a le cas de figure d'une agression dont serait victime la Russie. Or, on revient à la question des référendums. Si les territoires ukrainiens sont désormais pour partie considérés comme russes, est-ce que précisément on ne revient pas dans le cadre évoqué par Dmitri Medvedev, par Vladimir Poutine il y a quelques jours, d'une possible utilisation de l'arme nucléaire tactique? Oui, alors je ne fais pas dans l'exégèse de ces gens, malheureusement. Ce que j'ai entendu, c'est que le président Poutine avait parlé de si l'OTAN nous attaque nucléairement, nous répondrons. Donc ça, c'était il y a un certain temps. Donc c'était pas forcément conventionnellement et c'était pas forcément l'Ukraine. C'était le point de départ, mais est-il encore valable? Ouais. Alors, il doit y avoir des adhérences. Mais mon vrai argument, la raison pour laquelle je ne crois pas en une frappe nucléaire, mais je peux me tromper et je me suis trompé souvent. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Vous avez l'humilité de le reconnaître. Donc, mais la raison de fond pour laquelle je n'y crois pas, c'est que la mise en œuvre d'une frappe nucléaire, même, entre guillemets, tactique, même une petite bombinette, ça suppose des moyens quand même assez conséquents. Ça suppose une chaîne hiérarchique, ça suppose des gens qui vont chercher les munitions, les têtes nucléaires au dépôt, qui vont les assembler sur le missile. Il y a le ciblage à faire, il y a le déploiement des moyens. Bref, il y a des centaines de gens au minimum qui sont concernés et qui savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Parmi ces centaines de personnes, il suffit qu'il y en ait quelques-unes qui se disent « Mais c'est fou ça, on change de monde ». On change de monde, on ne sait plus où on va. Et qu'il y a des résistances en interne. Et que les gens disent « Mais en fait, je ne suis pas prêt à ça ». On ne va quand même pas déclencher l'holocauste nucléaire, parce qu'il y aura des conséquences quand même. Moi, j'ai une famille. Mais parce que la force du commandement russe, du commandement militaire, ne suffit pas. Le respect de la hiérarchie, de l'ordre, l'autorité ne sont, de votre point de vue, pas des garanties absolues côté russe? Eh bien, justement, ça a été le cas jusqu'à présent. Parce que jusqu'à présent, le soldat russe ou l'officier russe peut affecter de croire que l'intérêt, ce que lui demande le président Poutine, est dans l'intérêt de la Russie. Au sens, Poutine et Russie sont alignés. S'il se dit, c'est l'extermination de l'humanité qu'on commence là, il va se dire que c'est quand même perpendiculaire. L'intérêt de M. Poutine, qui est prêt à se suicider peut-être, en suicidant la planète, mais moi je ne suis pas prêt à me suicider. Vous faites le pari d'une sorte de prise de conscience, d'un réveil. Un réveil, c'est un grand mot, mais je pense que pour le président Poutine, c'est un test de fidélité qu'il n'est pas sûr de gagner.
le jour où il demandera à la chaîne « on va mettre en œuvre ce truc », il n'est pas sûr que ça marchera. Or, à partir du moment où il aura un test de fidélité qui aura échoué, son régime s'effondrera comme un château de cartes. C'est une pure hypothèse de ma part. Au-delà de l'autorité, arrêtons-nous un instant sur l'état de l'armée russe, si vous voulez bien. On a du mal à se représenter, vu d'ici, la capacité ou pas à combattre, à contre-attaquer même des Russes, puisqu'ils ont perdu du terrain, plusieurs milliers de kilomètres carrés ces derniers jours, ces dernières semaines. Est-ce que l'armée russe, aujourd'hui, est toujours en état, sur le terrain, militairement, d'avancer, de faire reculer les Ukrainiens? Est-ce qu'elle a les équipements nécessaires, les hommes nécessaires, les armes nécessaires? Je n'y crois pas. Déjà, le corps, le contingent qui est en Ukraine depuis février et qui était en fait en manœuvre depuis, pour certains, depuis septembre. Oui, parce que prépositionnés de l'autre côté de la frontière, pour certains d'entre eux. Ces gars-là sont épuisés, mentalement épuisés. Ils ont subi des pertes démentes, donc ils ont tous vu des camarades mourir, etc., etc. Ils ont tous vécu, et ils le vivent aujourd'hui, l'incompétence du système, une incompétence qui est pharaonique quand on y pense, en dimension. C'est incroyable. Ce degré d'incompétence est venu comme une surprise majeure à tout le monde. On est dans le grand art, là, à ce niveau-là. Et donc ces gens-là sont épuisés et incapables d'action offensive. Alors, je ne dis pas pour gratter 30 mètres dans un village, mais pour déstabiliser les Ukrainiens, non, ils ne peuvent plus. Alors maintenant, on va leur donner 300 000 têtes de bétail avec des kalachnikovs rouillés. Issus de la mobilisation partielle. Et soi-disant pour repartir vers l'avant. C'est vide de sens. C'est vide de sens. Donc on leur a amené du bétail pour qu'ils soient plus nombreux à mourir ou à être faits prisonniers. Ça veut dire que vous partagez par exemple l'analyse de la vice-première ministre ukrainienne qui dit « Poutine va tomber ». Elle le dit au futur de l'indicatif comme une certitude. Moi je le dis depuis le repli de Kiev. Je l'ai dit sur votre chaîne. Je pense que le régime Poutine va tomber. La logique ultime de ça, c'est qu'il va tomber. Et on voit de plus en plus, là, il cherche désespérément à reprendre l'initiative. Et dans une certaine mesure, le sketch de la Baltique, si ça lui est imputable, fait partie de cette tentative. Et cette mobilisation. Voilà, les gazoducs. Excusez-moi. Mais depuis 2 mois maintenant, ce sont les Ukrainiens qui mènent le jeu sur le terrain. Quand vous pensez ça, quand vous dites ça, quand la vice-première ministre ukrainienne le dit, une fois qu'on a dit il va tomber, la question c'est quand même quand. Est-ce qu'on parle raisonnablement de jours, de semaines, de mois je vais même prononcer le mot année, parce qu'en fait on se dit certes la Russie est en mauvaise posture, mais pour le moment l'effondrement n'a pas eu lieu. Pour le moment ils tiennent toujours des positions, ils agitent des référendums, ils font la menace. Il y a toujours une existence russe sur le terrain ukrainien. Oui, mais le régime est profondément déstabilisé. J'ai entendu d'ailleurs sur votre chaîne, et j'adhère totalement à ça, la notion de le pacte social a été rompu. Par exemple, dans les conséquences de leur inconséquence, il est clair que la décision et la planification et la mise en œuvre de la mobilisation sont des actes de dernière minute. Il y a une série de décrets qui ont corriger, rectifier, amender, recadrer le sort des étudiants dans la mobilisation, des trucs comme ça. Sur 3 jours, c'est un bordel innommable. Pour dire, par exemple, ceux qui étudient dans une université d'État russe sont dispensés de mobilisation. Voilà, donc c'est croisé de tous les côtés. En plus de ça, qu'il ait dit 300 000 en disant ce sera des réservistes. Bon, il y a 25 millions de réservistes, semble-t-il. Donc il y a 25 millions de gens qui se sentent concernés. Là, s'ils avaient planifié cette affaire, ils auraient pu dire « vous recevrez, les 300 000 concernés recevront leur papier dans les 3 jours ». Ce qui veut dire que si vous ne recevez pas de papier d'ici 3 jours, vous n'êtes pas concerné. Donc tout le pays aurait vécu dans une terreur de 3 jours. À la fin, la loterie, 300 000 perdants ou gagnants partent, mais tous les autres ont un grand soulagement. Vous voyez, il y a une manœuvre ressources humaines, une manœuvre RH à faire derrière une mobilisation. L'armée française la France a mobilisé 2 500 000 hommes en 1939. On n'a pas connu des situations. Il y a eu des foutoirs, des gens qui ne savaient pas où ils allaient, etc. J'ai un ami qui m'a parlé des mémoires de son grand-père, qui disait c'était le bordel, cette mobilisation. Mais je lui ai dit dans ses mémoires, est-ce qu'il dit qu'il y a un moment où il n'a pas eu de couchage et il n'a pas été nourri? Il dit non, voilà.
On est dans une autre organisation, effectivement, aujourd'hui. Les Ukrainiens se sont battus, ont été aidés. La question aussi, pour que les Russes s'effondrent et que les Russes reculent, c'est de quoi les Ukrainiens ont besoin aujourd'hui. Peut-on encore les aider davantage? Il y a la question de l'équipement, il y a la question du soutien même humanitaire. Il y a d'ailleurs un navire qui va partir de Marseille aujourd'hui avec une cargaison record, 1000 tonnes d'aide en direction de l'Ukraine pour un acheminement humanitaire, la reconstruction même de certaines cités. Aujourd'hui, que doit-on envoyer à l'Ukraine pour qu'elle puisse encore progresser? A-t-elle les équipements nécessaires ou attend-elle quelque chose de nous? Alors, l'Ukraine, si j'ai bien compris, a obtenu à peu près ce qu'elle réclamait. Elle en voudrait plus. Elle voudrait des missiles à plus longue portée. Je pense que plus les Russes agitent le spectre nucléaire, plus ça va peut-être décomplexer les Américains pour donner des missiles non nucléaires, bien sûr, mais de plus longue portée, ne serait-ce que pour tirer sur les missiles nucléaires avant qu'ils partent. C'est pas idiot. Mais y compris s'ils sont prépositionnés sur un territoire russe, ça veut dire être assumé de tirer sur un territoire russe. Très franchement, très franchement, on voit un Iskander, un missile de 500 km de portée russe, pour lequel les Américains savent que les têtes ont été assemblées sur les missiles. Le truc se lève, il est prêt à partir. Il sera en Russie. Mais vous pensez s'il prend un missile sur le museau à ce moment-là, on aura du mal à dire que c'est pas légitime. Dommage pour vous, les gars. Donc vous pensez que les Américains peuvent aller plus loin, qu'ils sont prêts aujourd'hui à aller plus loin dans les armes qu'ils fournissent, dans les moyens et dans le type d'armement surtout? Je pense qu'ils ont... Je n'en sais rien, mais vu que ce sont quand même des adeptes de la planification à outrance, je pense qu'ils ont un certain nombre de plans, y compris une intervention directe dans le conflit, mais sur des cibles indirectes, au sens... par exemple, balayer la flotte de la mer Noire, voyez, à titre de rétorsion. Je pense qu'ils ont des choses comme ça. Dans le plan, ils doivent l'avoir. La décision politique, c'est autre chose. Mais ça veut dire, si je vous comprends bien, Général, que pour vous, l'issue de ce conflit, elle reste malgré tout militaire. C'est l'effondrement militaire de la Russie. C'est le gain militaire de l'Ukraine territoriale. On ne parle pas là d'une solution diplomatique, de discussion où on se mettrait gentiment autour de la table. Pour moi, ce conflit cessera quand le régime Poutine sera tombé. Voilà. Et j'ai tendance à croire que ce sont les militaires qui le feront tomber. Ce n'est pas les oligarques, ce n'est pas les proches, ce n'est pas les sécuritaires parce qu'ils se font trop d'argent avec ça. Ce sont les gens les plus humiliés qui feront tomber. Je pense que le sentiment d'humiliation de l'armée russe jusqu'au sommet devient incontrôlable. Vous savez, cette armée, elle a été très profondément humiliée par son retrait d'Allemagne en 91 et les années après, quand leur budget a été diminué de 90%. Moi, j'appartiens à une armée française qui se plaignait quand on nous cisaillait 6%. Ouais, on n'a pas connu les drames qu'a connu cette armée rouge. Alors pour le coup, c'était pas Poutine ou responsabilité? Non, c'était pas Poutine. C'était pas Poutine. Et après, il a tout fait pour restaurer. Il a beaucoup fait pour restaurer la confiance en soi de ces gens. Et donc, faut pas oublier que les généraux d'aujourd'hui étaient des capitaines ou des commandants au moment où c'est arrivé la grande catastrophe. Mais maintenant, la façon dont le régime les traite, la façon dont ils sont perçus par leurs propres subordonnés, qui ne peut être qu'un mélange de haine et de mépris. Quand on voit tous ces pauvres soldats qui disent, voilà, j'ai été convoqué, on les voit, si tu veux un duvet, il faut que tu amènes ton duvet maintenant. Le militaire russe, il faut qu'il aille chez Decathlon avant d'aller au front. Vous voyez, c'est fou cette humiliation. Malgré tout, Poutine a montré une endurance, une résistance, une indifférence même aux démonstrations de force côté occidental. Je pense par exemple à ce qui s'est passé en Crimée en 2014. C'était pas du tout la même échelle, c'était pas du tout la même nature, même peut-être. Sauf qu'en fait, les Occidentaux, à ce moment-là, ont dit c'est inacceptable et il ne s'est rien passé. La Crimée est restée aux mains des Russes. Est-ce que vous excluez totalement le scénario où le conflit se figerait? C'est-à-dire que l'Ukraine resterait libre dans sa partie nord et ouest, et les territoires dont on parlait tout à l'heure, Louhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, resteraient aux mains des Russes durablement. Et on aurait en réalité une fixation des positions. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la plus durable parce que pour moi, le processus de décomposition interne du régime a commencé.
Et il est inéluctable. Poutine ne pourra pas l'entraver. Une fois que c'est lancé, c'est lancé. J'utilise une analogie, j'appelle ce phénomène l'Ukrainium. Vous vous souvenez du polonium, le dissident Litvinenko, à qui on a fait boire un verre de polonium. Voilà, et ben, M. Poutine, il s'est administré une dose d'ukrainium. C'est russe, c'est long et douloureux, et l'issue est certaine. Est-ce que pour accélérer peut-être cette chute, vous considérez qu'il est de notre responsabilité, Français, Européens, d'accueillir les déserteurs russes, ceux qui ne veulent pas justement participer à cette mobilisation? Je me mêlerai. D'abord, je ne crois pas que ça accélérerait quoi que ce soit. Je pense que les deux questions ne sont pas liées. Ils ne sont pas corrélés. Accueillir les déserteurs, les réfusniks. Ceux qui ne veulent pas s'engager. Oui. Ceux qui ne veulent pas et tout. Pardon. C'est une question compliquée. En Géorgie, par exemple, où ils arrivent en masse, les Géorgiens leur en veulent beaucoup. Et ils disent jusqu'à présent, ça ne vous gênait pas, les gars. Parce qu'il y avait un ressenti, effectivement, dû à la crise de 2008, quand la Russie et la Géorgie s'étaient retrouvés en conflit militaire. Vous avez raison, parce que ce ne sont pas forcément des réfugiés politiques. Donc vous dites, on ne doit pas les considérer comme des réfugiés, dès lors que ce sont des citoyens qui, peut-être pour certains, ont soutenu aussi la politique de Vladimir Poutine jusque-là. Pas beaucoup l'ont soutenu, mais ils l'ont tous accepté. Alors, ils l'ont accepté pour des raisons objectives. De terreur, tout simplement. Donc c'est pas, c'est pas forcément de leur faute au sens moral. Mais c'est pas pour vous la solution. Non. Merci beaucoup de nous avoir éclairés. J'espère que c'est pas l'Ukrainium qui vous a eu en fin d'interview. Merci Général. Tout de suite, c'est